Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat. Bonsoir le public. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Bonsoir, vous êtes magnifiques. Merci à toutes et à tous d'être là, d'être si nombreuses et si nombreux. Merci d'être là pour l'avant-dernière de la saison sur Backseat. Très heureux de vous retrouver, chers amis. On va parler de politique toute cette soirée. Après ce fantastique Before qu'on vient de voir et qu'on a rediffusé. C'était le Before d'il y a 2 semaines avec Médecins du Monde. Mais c'était parfaitement dans l'actualité puisque la journée mondiale des réfugiés, c'était mardi dernier, le 20 juin. Merci encore à Médecins du Monde d'avoir sponsorisé ce Before. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à soutenir Médecins du Monde. Chers amis, bonsoir si vous nous regardez actuellement en direct sur Twitch. Bonsoir le chat, vous êtes avec nous sur le plateau. Bonsoir si vous nous regardez en replay sur YouTube et bonsoir aussi si vous nous écoutez en podcast. Ce soir, on va commencer par les sujets de la semaine qu'on va discuter avec mes chroniqueurs et chroniqueuses et ensuite, nous recevrons notre invité politique cette semaine. Il s'agit de Stanislas Guerini, le ministre de la transformation et de la fonction publique ou de la transformation publique et de sa fonction, je sais plus. The Transformers. Des Transformers, c'est lui. Ouais. The Original. Donc voilà, je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses préférés. Bonsoir Usul. Bonsoir. Comment tu vas? Oh bah je suis à mon pic. Waouh. Son prime. À mon prime. Voilà. Usul, tu as diffusé un épisode d'Ouvrez les guillemets sur Mediapart lundi sur François Ruffin où tu analyses sa stratégie. Sur la stratégie de Ruffin. Tu en dis du bien d'ailleurs. Bah, je trouve que, en fait, que ce soit lui ou pas lui, parce que, bon, évidemment, le titre, je dis, et si c'était lui, évidemment, on est à 4 ans avant le scrutin. Mais oui, mais c'est marrant, oui. C'est un peu débile, et d'ailleurs, on termine l'épisode en disant, 4 ans avant 2017, vous connaissiez pas Macron. Oui, c'est vrai. Donc, il peut s'en passer, évidemment, des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est la stratégie de Ruffin avec la NUPES, qui est une stratégie de distinction, mais qui est une stratégie un peu de calme, d'apaisement. Dédiabolisation, même tu utilises le mot, c'est marrant. Et de dédiabolisation, bah oui, parce que ce qu'arrivait à faire l'extrême droite, sachez si on arrivait à faire le quart de ce qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire qu'en rien foutant, ils arrivent à être à monter dans les sondages. Ouais. Et nous, on s'excite et on monte pas tellement. Tu as aussi annoncé que c'était l'avant-dernier épisode d'Ouvrez les guillemets qui va s'arrêter. Oui, tout à fait. Ah oui, le dernier, genre j'arrête d'ouvrir les guillemets. Oui, tout à fait. Oui. J'avais oublié. Absolument. Je te l'apprends, je t'informe. Ouais, bah oui, parce que on a fait 6 ans de ça et en fait faire 6 ans la même chose. Je sais pas, dans votre taf, si au bout de 6 ans vous avez pas envie de changer de poste. Mais même dans les rédacs, tu me le disais en antenne, même dans les rédacs, même à Mediapart, au bout de 6 ans dans la même rubrique, tu dis bon, j'ai envie de bouger, voilà, c'est normal. Tu es au pôle politique, tu passes au sport ou n'importe où, ou voilà. Tu vas aller au sport, et ben écoute. Voilà. Peut-être que je te donnerai quelques tips. Peut-être que maintenant je veux commenter du Street Fighter 6. Oh oui, fonce, vas-y. On est aussi avec Léa. Salut Léa. Bonsoir. Comment tu vas? Pas terrible. Pourquoi? Bah, moi ça va, mais la France va mal. Ah. Et ça te fait des nœuds à l'estomac. Et du coup, effectivement, j'ai des nuits très perturbées, des journées très énervées. Non, en ce moment, ça me saoule. D'accord. Non, vraiment, voilà. Ça fait quand même plaisir de te voir. Ouais, non, mais je suis contente d'être là. Oui, et en plus, comme c'est ma dernière émission, bah, je suis triste. Oui, parce que tu pourras pas être là la semaine prochaine pour la dernière. Et ben, on est aussi triste que toi. Sinon, ça va, ouais, nickel. On peut dire que tu as un formidable t-shirt? Oui, on peut. Oui, il est trop Alexandra beau. Ocasio-Cortez. Il est trop beau, il est absolument magnifique. Merci à Claire qui te l'a rapporté des États-Unis d'Amérique. Tout à fait. Absolument. Léa, tu as fondé Popol Media, un média indépendant féministe. Tu as un podcast qui s'appelle Popol et une newsletter. Popol Post. Pol Post, c'est le nom de la newsletter. Popol Post. Ok. Non pas Pol Pot comme on m'a dit une fois. C'est pas tout à fait ça. Et j'ai écrit un livre aussi, il faut le dire. Parce que Encore Encore Non, il est sorti en poche. Il est sorti en poche et donc, ils m'ont annoncé aujourd'hui qu'ils le réimprimaient. L'année dernière, quoi. Oui, c'est ça. En fait, il est ressorti, parce que comme il est sorti en poche, c'est une deuxième vie, donc un tout petit peu réédité. Et là, il est réimprimé, donc allez-y. Achetez le livre, offrez-le à qui vous voulez. Chez votre libraire préféré. Ça cale super bien les portes aussi. Et ça s'appelle Plus de femmes en politique. Tout à fait. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha. Salut Jean. Sacha, tu es journaliste au JDD. Oui. Ça va? On balaye le sujet maintenant ou... Bah écoute, faut le dire. Non, il faut le dire. Sinon les gens ils vont ricaner. Ça a été une journée un peu compliquée, c'est-à-dire qu'on a Dis-le bien dans le micro. Pardon, on a appris par un autre média, donc Le Monde, que notre nouveau directeur des rédactions pourrait être Geoffroy Lejeune. Qui vient d'être débarqué de Valeurs Actuelles. Donc c'est un peu violent. Bah, j'imagine, on a appris effectivement aujourd'hui que les journalistes du JDD avaient voté la grève à 93%, ce qui est très très rare pour le JDD. Le JDD qui ne paraîtra pas ce dimanche du coup. Exactement, c'est ma première grève. Félicitations. Voilà.
des applaudissements en soutien à la rédaction du JDD, dont on comprend le désarroi. Je suis en grève, ouais, au JDD. Contre Geoffroy Lejeune, ouais, d'accord, ok, on est pour. Ouais, c'est une rédaction qui est très rarement en grève. C'est la première depuis 2016, un truc comme ça. Bon, écoute, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Courage à toi et à tes collègues à la rédac, on pense à vous en ce moment. Chers amis, avant de parler des sujets de la semaine, je tiens à vous rappeler que vous pouvez participer au financement de l'émission Backseat. Il ne reste que 2 semaines, 2 émissions Backseat, dont celle-ci, avant la fin de la saison. Vous êtes plus d'1 millier à d'ores et déjà soutenir Backseat. Il vous reste plus beaucoup de temps pour le faire. Si vous ne le faites pas déjà, allez sur KissKissBankBank, faites un don pour participer au financement de cette belle émission. Faites un don régulier, un don récurrent qui nous permettra aussi de financer le début de la saison 3 l'année prochaine. Et je tiens à vous dire que la semaine prochaine, pour la dernière émission de Backseat, il y aura des lots à gagner. Nous ferons un tirage au sort parmi les personnes qui nous soutiennent sur KissKissBankBank. Donc il faut faire partie des donateurs et donatrices. Vous pourrez remporter un t-shirt Backseat dédicacé par l'ensemble des chroniqueurs et chroniqueuses. Ah ouais. Ouais. Mais si, je te l'avais dit. Mais sinon, on n'a déjà même pas eu de t-shirt Backseat normal. Bah ouais, c'est ça. J'avoue. Vous avez participé au financement ou pas? Il y a un syndicat dans Backseat. Oui, alors oui. Oui, t'as fait un don? Oui, absolument. Merci pour ton don, Sacha. Sacha, tu vas conduire la grève à Backseat. Ce sera ma 2e grève. Eh ben, soutenez la grève. En tout cas, vous pouvez gagner un t-shirt la semaine prochaine. C'est une taille unique. C'est pas un t-shirt qui est fait pour porter parce que c'est un objet de collection. Voilà, c'est un t-shirt de taille M que vous pourrez encadrer, afficher dans votre chambre, dans vos chiottes, votre poster ou dans vos chiottes. Donc voilà, donc participez au financement de Backseat, les amis. N'hésitez pas à faire un don récurrent. C'est la meilleure manière de nous soutenir parce que ça nous donne de la prévisibilité et ça nous permet aussi de préparer la suite de l'émission. Chers amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on rentre dans les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Piouf. Alors l'actualité de cette semaine, elle commence avec un terrible naufrage en Méditerranée. 750 personnes sur un chalutier qui tentait de traverser la Méditerranée depuis la Libye en direction de l'Italie. Le bateau a fait naufrage au large de la Grèce. Seulement 104 passagers ont survécu à ce terrible naufrage. C'est le plus terrible bilan d'un naufrage au large de la Grèce depuis 2016. Les ONG, notamment Amnesty, Alarm Phone, etc., pointent du doigt les autorités grecques en disant que le drame était évitable. Et on est au cœur de l'actualité puisqu'il y a un nouvel accord européen qui a été signé la semaine dernière, le 15 juin, sur la politique de l'asile. Et ça continue à faire débat, y compris en France, la question de l'accueil des réfugiés. C'était le thème du Before avec Médecins du Monde. On est à quelques jours de la présentation, on est à quelques semaines de l'examen au Parlement d'une nouvelle projet de loi sur l'immigration qui fait déjà beaucoup couler d'encre et on en parlera tout au long de cette émission autour des accords entre la majorité et les Républicains. Depuis la crise des réfugiés de 2015, est-ce qu'on s'est habitué à ces terribles bilans, selon vous ? Est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce que, Usul? C'était intéressant, je conseille aux gens qui n'ont pas écouté le Before et qui viennent à 19h30 de plus tard regarder ce qui s'est dit, d'écouter ce qui s'est dit, parce que notamment il y avait cette histoire sur la loi en question, la loi asile et immigration, des amendements qui sont venus de la droite et de l'extrême droite évidemment, pour rajouter dans le package global des mesures, des trucs pour bloquer l'accès aux soins, contre l'AME, contre l'aide médicale d'État. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce de surenchère dont on voit à peu près d'où viennent les fondements racistes, etc. Et cette surenchère conduit à une surenchère de propositions inhumaines, en fait. On s'est retrouvé avec Dominique de Villepin, hier, sur France Inter, qui est venu dire ça, c'est aussi une droite qui n'a pas d'idée, ça, qui, du coup, fait de la surenchère dans des trucs de plus en plus inhumains, de plus en plus barbares. Il y a Nadine Morano qui a cru bon lui répondre. Elle s'est dit, s'il y a bien quelqu'un qui a le niveau pour répondre à Dominique de Villepin, c'est moi. Et donc, elle lui a fait un long tweet pour dire je suis à Lampedusa. Vous savez qu'il y a une île qui fait office de centre de transit, on va dire, où les gens attendent de voir où ils vont être dispatchés. Et elle disait, vous voyez pas, il y a plein de migrants, c'est chaud. En fait, leur seul argument, c'est ils sont pleins et c'est chaud. Or, quand on regarde les chiffres, et particulièrement l'accueil en France, on n'accueille pas tant que ça. On accueille extrêmement mal. Et si aujourd'hui, on a des problèmes avec des gens qui vont péter des câbles, etc., les médecins l'ont très bien dit tout à l'heure, les parcours... Alors déjà, le parcours d'accueil, il est bienvenu en France. Il est accueilli par la police, t'es fliqué, t'es chassé dans la nature, t'es arrêté à l'arrêt de bus. Mais il faut s'imaginer que c'est des gens qui ont des parcours de vie qui, avant ça, sont déjà... horrible. Pour avoir parlé déjà, moi, avec des gens qui avaient ces parcours de migration, quand ils te racontent leur truc, tu es glacé.
par ce qu'ils ont traversé, par les gens qui sont morts auprès d'eux. Comment voulez-vous que ces gens arrivent et sans un accueil décent, puissent s'intégrer correctement, trouver un travail, et puis juste tout simplement être en bonne santé, même en bonne santé mentale. Je veux dire, l'accueil, oui, on a compliqué les conditions d'accueil, on a compliqué l'arrivée, on a compliqué l'arrivée, mais à bien des égards. Hein. C'est-à-dire quand on se dédouane sur des pays tampons pour dire vous allez les gérer, et puis que les pays tampons, ça va être la Libye ou des trucs comme ça. Ceci étant, il y a aussi une politique européenne de répartition des réfugiés qui avait été décidée au moment de la crise des migrants en Syrie, celle de 2015-2016, avec la répartition des réfugiés parmi les États. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui selon lui, lui proposait par exemple que les migrants soient répartis d'autorité, y compris sans l'accord des pays d'accueil. Qui est ironique du point de vue de Jean-Luc Mélenchon, de dire que l'Europe devrait imposer des trucs au pays, mais on voit que c'est un sujet de tension. Je rappelle que l'enjeu pour le gouvernement de ce projet de loi immigration, c'est notamment d'accélérer les procédures, notamment pour les personnes réfugiées qui relèvent de l'asile, qu'elles aient une réponse définitive sur est-ce que oui ou non elles bénéficient du droit d'asile rapidement, et que les reconduites à la frontière soient plus effectives, plus rapidement, pour éviter de laisser pourrir des situations trop longtemps. C'est ça que souhaite faire le gouvernement. Avec une proposition qui est, en fait, il faudrait qu'ils puissent demander l'asile depuis leur pays, en allant au consulat de leur pays, en disant « Bonjour, je suis un opposant politique, est-ce que c'est possible d'avoir l'asile ?» Comme si, en fait, dans ces cas-là, en fait, t'es pas déjà en fuite, comme si t'étais pas, les gens qui allaient aller dans les consulats vont pas déjà être surveillés. Quand on parle de régimes dans lesquels, je sais pas, par exemple, que Macron a pu accueillir il y a pas longtemps Ben Salman, tu vois. Bon, imagine, t'es un journaliste, t'es sous surveillance, etc. Tu vas tranquille au consulat, puis tu rentres chez toi, puis après tu repars, et puis comment ça se passe, quoi. Donc, évidemment, que les gens partent d'abord, parfois avec n'importe quoi dans leur sac et aussi vite que possible. Et après, enfin bon, voilà, il y a plein de questions. Je vais essayer de parler d'autres gens parce que... Non, mais c'est un sujet qui te tient à cœur. Il y a quand même un sujet intéressant sur le positionnement, pour le coup, de la gauche autour de cette question, puisqu'on voit que la gauche est aussi sous pression de l'opinion publique, y compris l'opinion publique de gauche, qui souhaite, elle aussi, parfois, un durcissement des positions sur la question migratoire. Léa. Bon, alors... Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, la question aussi, c'est est-ce que l'immigration doit uniquement être un sujet de droite ? Tout comme le féminisme, parce que ça doit être uniquement un sujet de gauche. Je pense qu'on globalise. D'où la question de la gauche, et c'est pour ça que la gauche est sous pression aussi d'une opinion publique qui souhaite qu'elle se saisisse de ces sujets, des sujets régaliens en général, mais de ce sujet-là en particulier. Je pense que globalement, déjà, il y a une espèce de panique qui est partagée à droite, au centre. Il y a un glissement, évidemment, des idées d'extrême droite qui finalement a une certaine influence même à gauche, hein, on le voit. Hein, je pense à Roussel, hein, qui n'est pas forcément terrible là-dessus. Il y a aussi, tu parlais de... C'est l'extrême droite qui fait pression sur la gauche ? Je pense que l'extrême droite fait pression de manière générale, en fait, hein, en disant que... Il y a une hégémonie culturelle. Voilà, il y a une espèce... La bataille culturelle est en train de gagner du chemin, et on le sait, hein, et d'ailleurs aussi parce que le gouvernement leur facilite, évidemment, leur donne la réplique, presque. Hein. C'est assez facile de voir comment les choses... Enfin, c'est assez intéressant de voir comment les choses se passent. Ce qui se passe aussi au niveau européen, c'est assez important de revenir là-dessus, parce que c'est un accord qui a été plus ou moins ficelé en loose day. Parce qu'on en parle très peu. Toi, tu en as parlé, mais finalement, dans les médias, on en a assez peu parlé. Ça n'a pas fait la une des journaux, etc. Les politiques ne sont pas forcément en train d'en discuter. Mais ce qui est en train de se passer au niveau européen, c'est que là, donc, du coup, on a la Commission, le Conseil, qui sont en train de pré-négocier un accord avec le Parlement, de sorte à ce que cet accord sur l'immigration et sur l'asile, cette réforme, soit adopté avant les élections de juin 2024. Donc, on a un an, en gros, pour que cet accord voit le jour. Donc, on comprend bien le but de la loi, en somme. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère de lois. Mais il y a une surenchère dans tous les sens. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la majeure partie des eurodéputés sont quand même d'extrême droite, hein, faut le dire, et eurosceptiques. Pas la majeure partie. Une bonne partie quand même. Il y en a un bon paquet, en tout cas des eurodéputés français. C'est le deuxième groupe. Hein, c'est le deuxième groupe. Ça reste le PPE. Oui, bien sûr, mais ça reste le RN reste la force politique la plus représentée pour la France au Parlement européen. Donc avec une certaine influence, hein, qui est évidente. Il y a aussi des représentants de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Oula, je m'y perds, pardon. Des pays européens qui sont en train de négocier, se taper la bise avec Macron, etc. Je pense à Mélanie. On fait des tweets en disant que tout va bien. C'est la première ministre italienne. Que tout va bien, que oui, très bien. Et tout ce qu'on sait, c'est que ces gens-là sont en train de pousser un agenda politique qui est totalement inhumain, en fait. C'est ça la réalité. Et ce qui est en train de se négocier à l'heure actuelle au sein de l'Union européenne, c'est la répartition
des personnes qui migrent effectivement par pays, mais aussi la possibilité pour les pays qui ne souhaitent pas accueillir de mettre de l'argent dans une espèce de pot commun pour permettre aux pays qui font face à la crise migratoire. Il n'y a pas de crise migratoire, en réalité, tu le disais. Les chiffres ne sont pas scandaleux. Ce qu'il y a, c'est une crise environnementale, des crises humanitaires, avec des personnes qui sont obligées de se déplacer. On ne part pas de bon cœur de chez soi. Surtout quand on connaît les parcours migratoires. C'est un enfer. Et c'est important de le rappeler. Et il y a autre chose aussi qui est très importante aussi de rappeler, c'est que dans ce projet de loi qui est en train d'être discuté déjà, et qui sera présenté vraisemblablement au Conseil des ministres au mois de juillet. Au mois de juillet, en session extraordinaire, ouais. Arrivera dans la foulée à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. C'est qu'il n'y a aucune politique d'accueil, en fait, qui est envisagée. On ne peut pas parler d'accueil aujourd'hui en France. On ne parle pas d'accueil. Les personnes qui sont sur notre territoire sont des personnes qui cherchent à survivre et qui font de leur mieux pour éviter de se faire et qui font de leur mieux pour essayer de vivre, en fait. Il y a une politique de l'accueil qui a été mise en place notamment au moment de la crise des Ukrainiens, avec la clé de répartition dans les territoires. On a vu, y compris des tensions au niveau local. C'est ce qu'on peut dire une exception, en réalité. C'est là où on peut appeler qu'il y a les bons, entre guillemets, et les mauvais migrants. C'est-à-dire qu'on est capable d'accueillir plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens à cause de la guerre déclenchée par la Russie. Et on est incapable d'accueillir correctement, entre guillemets, d'autres réfugiés politiques qui viennent soit du Moyen-Orient, mais de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient. Et donc, on a une sélection, entre guillemets, sur les migrants qui est faite, qui est évidemment pas étalée dans les textes de loi ni dans tout ça, mais qui est ultra visible, quoi. Alors, effectivement, il faut peut-être un peu plus contrôler l'immigration, il faut peut-être qu'on gère un peu plus nos frontières. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire une sélection entre Européens, Africains du Nord, comment on gère plus nos frontières Comment on contrôle plus nos frontières? On fait quoi? On met des mitraillettes directement sur... Je suis pas Quai d'Orsay, mais... Non, mais tu dis, il faut peut-être contrôler plus nos frontières. Il faut taper sur les passeurs, déjà, beaucoup plus, je pense. Notamment, puisque c'est eux qui sont aussi responsables. Mais on n'empêchera pas l'immigration, en fait. Oui, mais du coup, une fois qu'ils sont là... Non, mais je dis pas qu'il faut empêcher l'immigration, quand même. Mais pourquoi contrôler les frontières, dans ce cas? On n'est pas obligé... On peut sur pas accueillir illégale. Tout le monde non plus. Voilà. Les gens vont continuer à migrer, en fait. Peu importe si on renforce le contrôle, le problème aujourd'hui, c'est pas tant... Ça dépend des conditions. En fait, on est face à une réalité. En fait, ce sont des faits. Les gens migrent pour plein de raisons, et des raisons en plus qui ne font que s'accumuler. Je veux dire, on parle pas suffisamment des réfugiés climatiques, mais c'est une réalité. Ça se trouve, nous demain, on sera réfugiés climatiques. Et franchement, s'il y a un karma, j'espère que les premiers qui sont aujourd'hui en train d'essayer de faire barrage à l'immigration vont se le prendre dans la gueule, et que demain on leur dira ah bah non, désolé, vous ne pouvez pas rentrer ici parce que vous n'avez pas les bons papiers. Il y a un autre élément qui est important, c'est à mon avis toute la démagogie qui est en train d'être faite à ce sujet, c'est-à-dire ah bah non, on veut du gouvernement, mais aussi des autres partis, notamment LR, etc., en disant alors on préfère moins accueillir mais mieux accueillir. Mais en fait c'est faux, parce que ce dont on se rend compte, c'est que les procédures qui vont soi-disant être simplifiées sont des procédures qui vont davantage en fait simplifier les renvois les reconduites à la frontière. Et un autre aspect qui est quand même très important, dont j'aimerais parler, parce que c'est aussi quelque chose qui est important à souligner, c'est l'aspect genré des migrations. On ne parle pas des femmes qui migrent. Elles sont la moitié des migrants sont des migrantes. Aujourd'hui en France, la réalité c'est que les femmes sont accueillies dans des situations qui sont catastrophiques. Le parcours migratoire d'une femme est encore plus compliqué que le parcours migratoire d'un homme. Et quand une femme arrive en France, qu'elle a déjà subi des violences sexuelles, sexistes, elle est en plus face à des démarches administratives qui sont incompréhensibles, qui sont très difficiles. Une femme qui est victime de violences aujourd'hui en France, en situation illégale, ne porte pas de plainte, ne va pas voir les services administratifs, etc. Donc se retrouve avec une double violence que la France n'assume pas. Dans ce projet de loi, il n'y a absolument rien pour faire face à cette réalité. Donc il faut aussi, si on veut effectivement prétendre accueillir mieux, prendre ce genre de choses en considération. Sur la question de la clé de répartition qui avait été un sujet assez tendu, on a vu aussi des difficultés dans les différents territoires. C'était la grande innovation du plan d'accueil des réfugiés ukrainiens, c'était la juste répartition sur les territoires, y compris dans les zones rurales, des réfugiés pour qu'ils ne se retrouvent pas tous, soit en Île-de-France, soit avec la frontière italienne, soit dans la zone nord de... La juste répartition, je trouve ça trop bizarre. Genre, on se répartit des maladies, quoi. On se répartit des trucs qui puent, ou je sais pas quoi. Mais sur les conditions des poubelles, quoi.
C'est odieux le truc de la juste répartition. Pour le coup, c'est demandé par la gauche, ça, de la répartition, la répartition de l'effort de l'accueil des migrants, que ce soit fait sur l'ensemble du territoire et que tous les Français y participent, y compris, regarde Saint-Brévin par exemple, ce qui s'est passé, c'est l'extrême droite qui s'est énervée au sujet d'un centre d'accueil des migrants. Qui était déjà là en plus. Qui était déjà là, qui était accepté par la municipalité. Donc l'extrême droite, là pour le coup, c'est un symptôme lié à l'extrême droite, ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin qui s'est fait cramer sa bagnole et qui a démissionné, mais ça rappelle qu'une toute petite ville perdue au fin fond de la Bretagne, elle aussi participe à l'effort d'accueil des migrants. Et non, mais c'est pas forcément un effort. C'est-à-dire qu'il y a des villages pour lesquels, avec l'exil vers les grandes villes, c'est une chance. Mais vraiment, et je vais pas faire le truc chance pour la France, je sais pas quoi, mais alors là, pour le coup, c'est les maires qui disent c'est bien parce qu'il y a plus de monde à la boulangerie et il y a des gens qui vivent dans le village, un village qui se dépeuple. Et donc, on va peut-être maintenir une classe parce qu'il y a plus d'enfants. Donc, bon, c'est pas forcément une corvée que d'accueillir. Non, je suis d'accord, mais en termes d'infrastructure et de dépenses publiques pour les collectivités locales du coin, ça représente un effort, mais c'est un effort qui peut se justifier totalement. Je ne sais pas ce que je remets en cause. Non, de toute façon, il y a un vrai problème. Je veux dire, même la gauche galère à porter un discours clair là-dessus, a pas l'occasion beaucoup de le faire. Et là, ça a l'air de lui coûter cher dans les sondages, visiblement. C'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que il y a un manque de courage. Et on parlait tout à l'heure de Ruffin. Il échappe évidemment pas à la règle, même encore moins que pas mal d'autres. Tu as parlé de Roussel, mais alors Ruffin, pour le coup, ça fait des semaines qu'il préparerait un discours sur l'immigration qu'il n'a jamais fait pour l'instant. Il repousse. Parce qu'il faut qu'il trouve le juste truc, qui choque pas non plus trop, mais qui quand même paraisse un peu humaniste, mais que quand même pas trop, que ça fasse pas trop peur. Donc voilà, on est dans cette espèce de truc-là, on est coincé avec ce système aussi, ce système électoral, ce système médiatique, et surtout cette hégémonie culturelle de l'extrême droite qui fait qu'on ne peut pas parler simplement de « là, c'est inhumain ce qu'on fait ». Non, c'est pas inhumain, il faut contrôler parce que sinon on est laxiste, etc. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je parle de la musique ambiante. De la petite musique ambiante. Oui, exactement ça j'entends bien. Et surtout, moi, je comprends pas de quoi les gens ont peur, en fait. C'est ça. Moi, je ne comprends pas. De quoi les gens ont peur. Et moi, j'aurais plus peur de personnes mal accueillies qu'on a laissées en déshérence que de personnes bien accueillies, par exemple, s'il s'agissait vraiment d'avoir peur ou non des personnes accueillies. Justement, parmi les camps politiques qui se mobilisent sur le sujet, justement, on voulait en parler aussi. La droite, et notamment les Républicains, qui aujourd'hui est un peu le faiseur de roi des majorités à venir pour le gouvernement, a réuni tous ses cadres à Paris au Cirque d'Hiver à l'occasion d'un événement qui s'appelait les États généraux de la droite. C'était samedi dernier. Éric Ciotti, le président du parti, a souhaité lancer un grand mouvement de refondation du parti Les Républicains pour redéfinir mieux son positionnement. Je fais le lien avec l'immigration puisque les Républicains sont en train de mettre la pression sur le gouvernement à l'occasion de ce projet de loi sur l'immigration. Les Républicains qui, à leur tour, sous-entendu après le RN, demandent un référendum sur la question migratoire pour pouvoir désobéir aux traités internationaux sur le sujet, souhaitent la suppression de l'AME, en tout cas la grosse réduction de l'AME, en tout cas limiter les frais médicaux uniquement aux services d'urgence et pas tant dans une politique de prévention en santé. Donc on voit aussi les Républicains qui montent au créneau sur ce sujet-là. Ils sentent bien qu'ils ont un moyen de faire pression sur le gouvernement en ce moment. Et les États généraux de la droite, puisque je reviens à ça, c'était l'occasion pour Éric Ciotti d'un peu mettre fin à cette parenthèse dont on a beaucoup parlé sur ce plateau de est-ce qu'il y aura alliance, pas alliance avec le gouvernement. Semble-t-il, ce sera définitivement enterré. Non, les Républicains ne veulent pas faire alliance avec Emmanuel Macron, en tout cas pas une alliance globale sur l'ensemble des sujets, pas de coalition de gouvernement, des alliances au cas par cas sur des sujets précis. Texte par texte. Il y a pas mal de députés de la majorité qui ne le souhaitent pas non plus. Et justement, c'est ce que je voulais discuter avec vous. Mais avant ça, sur ce positionnement des Républicains, est-ce que c'est étonnant ? Moi, ça m'étonne un peu. Je m'attendais à ce que les Républicains, après le deal qui avait été passé par Ciotti sur les retraites, même s'il n'a pas été respecté par les députés les Républicains, je m'attendais à ce qu'on se dirige vers un accord de gouvernement. Et finalement, non, les Républicains veulent rester dans l'opposition à Macron. Sacha, t'en penses quoi ? C'est ultra stratégique. Parce que Éric Ciotti, comme ça, il rassoit son autorité, entre guillemets, sur son groupe parlementaire. Et en plus, il se fait un peu, tu disais, le groupe Les Républicains, du coup, c'est 62 députés, si je dis pas de bêtises. 72, ouais. Comment ? Je crois 72, ouais. 62. Et 52, allez. Ils en méritent pas autant.
Et si vous avez fait un peu d'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Troisième République, il y avait le Parti radical qui faisait pencher les majorités à droite, à gauche, et qui faisait adopter les lois à droite ou à gauche en fonction. Et je pense que les Républicains se veulent être le parti radical de la Ve République et du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il va falloir, ça va pousser justement la majorité à négocier et ne négocier qu'avec eux. Ils vont devenir le premier interlocuteur de la majorité à l'Assemblée. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit LR, ils représentent déjà presque plus personne. Pas tout à fait vrai au Parlement. La seconde où ils font une alliance, ils sont morts politiquement. Et ça, effectivement, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu dans les commentaires des Républicains autour de ces états généraux. C'était à quoi ça sert de monter sur le Titanic maintenant Léa, t'en penses quoi ? Est-ce qu'ils ont raison, stratégiquement, tactiquement, d'essayer de se différencier dans une opposition à Emmanuel Macron ? S'ils souhaitent garder une certaine singularité, oui. Le ni Macron ni Le Pen, c'est un truc qui peut continuer à fonctionner pour eux. Moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer cet espace politique, mais peut-être que je me trompe complètement et qu'en fait, c'est il existe en fait. Il existe encore un peu, et il cherche à exister surtout. Moi, j'ai l'impression qu'au Sénat, il existe, par exemple. Oui. Oui, au Sénat, oui. Il y a encore cette force de droite au Sénat qui n'est pas représentée effectivement au sein de l'Assemblée nationale. C'est peu, oui. Après, le problème des LR aujourd'hui, c'est qu'ils ont un problème, je pense, fondamental qui est un problème presque idéologique, c'est-à-dire qu'est-ce que les Républicains aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne répondent pas à la question. Ils ne répondent pas à la question, sachant qu'il y en a qui sont tentés effectivement de flirter avec Renaissance, d'autres qui sont plutôt tentés de flirter avec le RN, ou en tout cas les idées d'extrême droite, ça c'est évident, la personne d'Éric Ciotti notamment. Moi, je pense que ils ont encore une force qui est ancrée, une force qui est évidente, c'est leur implantation territoriale. Et c'est d'ailleurs pour ça que Renaissance a tout intérêt à les draguer, parce que il faut attendre de voir ce qui va se passer aussi pour les sénatoriales. Je veux dire, les municipales surtout pour moi. Les sénatoriales déjà, puisque c'est en septembre, il y a la moitié du Sénat qui est renouvelée à partir du mois de septembre. C'est quand même une élection sur laquelle la droite pourrait potentiellement récupérer un certain nombre de sièges à nouveau, et on pourrait avoir peut-être une nouvelle hype aussi. Voilà. Émilien Warvial, politiste qui étudie la droite, parle du fait que LR est actuellement plus proche du RN que des macronistes. C'est Don Music qui dit ça dans le chat. Vrai. Effectivement, c'est absolument vrai. C'est ça le paradoxe, en fait, c'est que l'électorat historique LR est beaucoup plus rallié Macron que le RN. En revanche, les têtes de réseau RN qui existent encore, qui sont toujours au Parlement, ils ont voté pour Éric Ciotti à la tête du parti. J'allais exactement dire ça. J'allais dire, c'est quand même un symptôme. Éric Ciotti, pour qui connaît un peu la vie politique, Éric Ciotti était perçu, y compris par les cadres de la droite il y a encore 10 ans, comme un guignol, mais comme un vrai guignol, quoi. C'est-à-dire, il y avait sa petite baston avec Estrosi, c'était le second Estrosi, il y avait un petit peu la guerre, mais même Estrosi était perçu comme quelqu'un de déjà moins con que Ciotti. Alors tu peux le préciser d'ailleurs, c'est vrai que pour ceux qui connaissent mal la droite et l'histoire politique récente, Éric Ciotti était l'un des plus fervents soutiens de Nicolas Sarkozy et de sa politique de tolérance zéro dans la ville de Nice, qu'il a co-dirigée avec Christian Estrosi avant de s'engueuler avec lui, et dans le département des Alpes-Maritimes. Ils ont même à l'époque vendu ça comme un laboratoire du sarkozysme et de sa politique sécuritaire, c'est-à-dire des caméras de surveillance, etc. Donc c'est vrai qu'Éric Ciotti a toujours été un représentant de la droite dure. Oui, mais pas seulement la droite dure, la droite débile. C'est-à-dire, il avait à peu près le crédit politique de Morano. Je parlais tout à l'heure de Morano. C'est-à-dire, on disait, il y a les Morano et les Ciotti, c'est pareil. Et là, on se retrouve avec ça à la tête du truc. Alors, Morano, ça discute pour peut-être aller au RN, au moins ce serait plus clair. Mais alors là, le LR a embarqué, LR s'est embarqué dans l'aventure Ciotti, et ça donne ce que ça donne. C'est-à-dire, rien que on peut revenir aussi sur la réforme des retraites. C'est-à-dire, quand je dis, c'est pas seulement qu'ils sont racistes et sécuritaires, mais c'est qu'en plus ils sont nuls. La réforme des retraites, Ciotti a pas été foutu de donner à Macron ce qu'il lui avait promis, à savoir un vote. Il n'a pas d'autorité, c'est ce que disait Sacha. C'est ce que disait Sacha. Ils ont voté pour une bille. Et ils le savent, quelque part, ça maintenait cet entre-deux. Mais d'ailleurs, il est respecté par personne. Je ne sais plus qui avait utilisé cette expression que je trouvais bien, qui disait les Républicains, aujourd'hui, c'est un syndicat d'auto-entrepreneurs. Ah oui. Tu prends les 62 députés. Non, mais c'est vrai.
Tu prends les 62 députés de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas un qui obéit à qui que ce soit, à personne. Oui, non, Marlex, ça sert à rien. C'est pas Marlex qui va t'envoyer un texto pour te forcer à voter un truc, mais nique-toi, Olivier. Tu vois, moi, je suis le roi dans ma circo, je fais ce que je veux, je vois rien. Mais je me demande ce qu'ils attendent, en fait, ce qu'ils cherchent. Après, ça doit durer 6 mois. Il doit durer 6 mois. Tout le recalibrage autour des idées que représentent les Républicains, le cirque d'hiver ce week-end, c'était que le préambule, entre guillemets. Et ça se terminera par un congrès en 2024. Ça doit durer 6 mois, il y aura un congrès. Et le truc, c'est que pendant le congrès, il a bien été dit et redit et même martelé que l'ennemi, c'était l'extrême gauche et le wokisme. C'est pas une idée. Non, mais alors tu vois, l'anti-wokisme, pour reprendre le terme, est en train également, partout en Europe, de devenir un des liants de l'alliance objective et parfois de plus en plus assumée entre la droite classique, les conservateurs, et l'extrême droite, ce qui donne des enjeux extrêmement intéressants, notamment sur les élections européennes de l'année prochaine. Absolument. Le PPE et le parti de l'un des deux groupes du Parlement européen de l'extrême droite, je crois que c'est eux, sont en train de se donner effectivement des mots d'amour. On a vu Meloni, la première ministre italienne, et le président du PPE s'envoyer des mots d'amour par la presse. Donc on sent que peut-être que le Parlement européen va être le laboratoire de cette alliance objective qu'on commence à voir de plus en plus dans beaucoup de pays. En France, pas plus qu'ailleurs, voire même dans certains pays, c'est encore plus clair. En Suède, en Espagne aussi, Vox a envie de peser dans la balance pour les prochaines élections. Il y a certains pays quand même européens dans lesquels c'est encore très difficile cette alliance entre droite et extrême droite, c'est les pays d'Europe de l'Est, à cause de la question de la Russie. On se doute que pour eux, c'est autrement plus urgent que chez nous. Nous, ça gêne pas tout le monde à droite, le fait que Marine Le Pen ait été financée par les proches de Poutine, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est un élément essentiellement secondaire. Dans les droites polonaises et dans certains pays, ça passe pas. Et c'est pas possible, etc. Et on peut le comprendre. Donc peut-être que la question ukrainienne peut être un des coins dans cette alliance entre ces deux groupes-là, mais c'est un truc à regarder de très près. En tout cas, tu l'as rappelé, Sacha, c'est bel et bien en juin 2024, dans un an, donc, qu'on aura ce congrès des Républicains qui doit terminer ce travail lancé au Cirque d'hiver samedi dernier de refondation du Parti Les Républicains, de clarification de leur positionnement idéologique sur plein de sujets et probablement de catapulter Laurent Wauquiez. Il n'était pas là samedi dernier. Il n'était pas là, ni David Lisnard d'ailleurs. Les deux têtes d'affiche, entre guillemets, les deux mecs un peu hype du côté de LR. Donc, bon. Ça n'a pas l'air d'être la grosse ambiance là-bas. Aurélien Pradier, je crois qu'il n'est pas resté très longtemps non plus. On va voir, c'est clair. On va voir, mais non, mais moi je mise tout sur Bertrand. Alors Bertrand, il sait plus à quoi jouer parce qu'il avait quitté le parti pour créer son truc. Finalement, il a accepté de revenir dans le parti pour la primaire qu'il a perdu. Du coup, il a requitté le parti non, il n'a pas vraiment quitté le parti pour créer Nous France. Oui, c'est ça, moi Tarzan, Nous France. Son parti, c'est nul cette blague, mais elle fait toujours sans rire. Donc oui, lui aussi, il sait pas très bien où il habite. Et il hésite. Nicolas Sarkozy, pendant ce temps-là, lui aussi, il a perdu beaucoup samedi dernier. Parce que lui, il plaide depuis des mois pour une alliance avec Emmanuel Macron. Il le dit dans les coulisses, il plaide il essaye de forcer, etc. Il a tout intérêt. Et Nicolas Sarkozy, il s'était déjà sacrément engueulé par son non-soutien à Valérie Pécresse l'année dernière. Et là, il a tout perdu à droite. Après, je pense qu'il était temps aussi que la droite s'extirpe un peu du carcan Sarkozy, quoi. Il y avait l'ombre de Sarkozy qui planait encore sur les Républicains 10 ans après. C'est bon, quoi. Oui, d'ailleurs, Valérie Pécresse, dans les regrets qu'elle a exprimés sur sa campagne présidentielle, elle a dit « J'aurais dû couper le cordon beaucoup plus tôt. J'aurais dû arrêter d'attendre sous Ouais, mais en réalité, ils sont encore là, les Hortefeux et compagnie. Ils sont encore là, les Copé, les ceci, les cela. Ils sont encore là. Ils sont encore. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas pourquoi Copé, Hortefeux, etc. n'ont pas déjà rejoint Emmanuel Macron. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, ça pose la question de... Qui restera pour aller voir Sarkozy au parloir dans quelques années. Claude Guéant, il sera dans le parloir d'à côté, donc non. Il y aura toujours Darmanin, t'inquiète. Est-ce que l'avenir de la droite française, c'est une alliance avec le Rassemblement national ? Moi, c'est une vraie question. Pour le coup, je pense que le scénario à l'italienne est en train de donner, de l'espoir à beaucoup de gens à droite en se disant, après tout, la dédiabolisation, c'est bon, Marine Le Pen. Oui, si on est tous d'accord sur le wokisme, c'est bon. Oui, non, mais voilà, si immigration, wokisme, insécurité, ça nous réunit. Finalement, vu que c'est le carcan essentiel, etc., que Marine Le Pen, elle a quand même mis de l'eau dans son vin ou du lait dans son café, appelez ça comme vous voulez, sur les questions de l'Europe, sur les questions économiques, etc. Peut-être qu'on est à l'aveugle. Par contre, c'est pas la stratégie du RN. Ah ouais ? C'est-à-dire que je pense que le RN veut, comme Macron l'a fait, faire des absorptions individuelles sans fusion du tout, quoi. C'est-à-dire, vous venez, mais sur mes bases. Au risque de se retrouver sans majorité absolue et à devoir compter sur LR, est-ce qu'il en reste pour faire des majorités, décidément.
Ouais, mais en réalité, ce dont là, je voyais un article dans Le Monde assez intéressant tout à l'heure. Les alliances au quotidien, elles existent déjà, en fait, au Parlement. Elles existent déjà à l'Assemblée nationale, elles existent déjà au Sénat. Pas sur les motions de censure. Renaissance, le troisième groupe qui vote le plus les textes de Renaissance, c'est le RN. On a oublié de le dire. Oui, Après, dans les textes LR, Elliott, c'est quand même le RN. Donc il y a quand même une espèce d'arc qui nous laisse entendre que finalement, oui, est-ce que c'est pas le vrai combat, c'est pas le wokisme, hein? Même pour Renaissance, ils aiment pas le wokisme. Non, c'est vrai. En tout cas, les Républicains se gardent la possibilité, ils l'ont dit, d'appuyer sur le bouton nucléaire à l'automne prochain, à savoir voter une motion de censure. Parce que je rappelle que la motion de censure de la réforme des retraites, la fameuse motion de censure du 49.3, n'a pas été adoptée à 9 voix près, et les voix qui manquaient, c'était notamment du côté des Républicains, où beaucoup de Républicains n'ont pas voté en disant on va pas rajouter de la crise à la crise, etc. C'était l'argument de l'hiver dernier. C'est-à-dire qu'ils ont été trop divisés pour s'opposer, mais trop divisés aussi pour s'allier. Ouais, exactement. Et très compliqué tout ça. Il faut... Sauf que du coup, là, on va arriver l'automne prochain dans un moment extrêmement tendu qui va être le budget. Je rappelle que le budget, c'est le moment le plus tendu de l'année pour un gouvernement parce que c'est le moment où il faut obtenir des votes majoritaires autant que possible sur un budget. Un budget, c'est pas une loi en particulier, c'est une loi qui embrasse l'ensemble de l'axe stratégique et politique d'un gouvernement. Donc voter un budget, c'est soutenir un gouvernement. Voter contre un budget, c'est se placer dans l'opposition. Quand il y a des 49.3, on vote ni pour ni contre, on vote pour ou contre la motion de censure. L'année dernière, les Républicains n'ont pas voté les motions de censure contre Elisabeth Borne au moment des premiers budgets, mais au bout d'un an, en tout cas, les Républicains laissent entendre qu'ils auront la possibilité de dégager le gouvernement d'Elisabeth Borne, à moins que ce soit plus Elisabeth Borne déjà, mais ça, on va en reparler. Donc, moi, je pense qu'elle sera encore là. Toi, tu penses qu'elle sera encore là ? Je pense que ce sera son dernier round. Oui, ils vont lui l'essorer, ils vont lui faire passer le budget à travers 55-49-3 et puis ils vont lui dire ciao, bye bye. J'y pensais, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube où on a lu un article de Libération sur les options du remaniement. Et effectivement, je suis un peu converti à cette idée en disant en fait, il n'y a pas beaucoup d'options et nommer un nouveau Premier ministre pendant l'été là, pour qu'il se pète la gueule direct sur le budget, c'est un peu chaud. Donc autant cramer Elisabeth Borne jusqu'au bout. De toute façon, c'est déjà Madame 49.3, donc j'ai envie de dire, continuons comme ça. Et s'il y a relance du quinquennat, ce sera plus tard, parce que c'est pas 4 ans avant qu'on va... Mais du coup, ils vont mettre qui, genre Darmanin ? Non, gardez une rumeur à une époque. Ah, tu veux dire l'année prochaine ? Après, il y avait Larcher, il parlait de Larcher. Darmanin, mais c'était Larcher s'il y avait un accord avec LR. Ah bah oui, du coup. Il y avait un accord avec LR. Une vraie rumeur. Darmanin, il est détesté par une bonne partie des Républicains et surtout, il est détesté par le MoDem. Parce qu'en fait, le plus gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron sur une stratégie d'alliance avec la droite, c'est pas tant la gauche de la Macronie, dont on se demande toujours combien de personnes ça représente, c'est le MoDem. François Bayrou ne veut pas terminer sa carrière en soutenant un gouvernement dirigé par un Premier ministre assumé de droite. Les principes comme ça. Lui, ça fait 20 ans qu'il construit un centre indépendant de la droite. Ça le fait chier. Il était OK pour le dépassement, pour ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps, je sais plus. Moi, je pense que si on lui file un petit truc bien sympa, genre, c'était quoi le plan ? Il est déjà au plan. Il est déjà au plan. D'ailleurs, comment ça avance ces plans là ? Ça fait longtemps qu'on le paye pour être commissaire au plan. Alors le commissaire, là, il avance son enquête. Ça planifie. On sait pas ce que c'est le plan pour le moment là. Ça planifie. C'est France Stratégie. Ça avance. Ça va dans la direction de alors du coup, on a dit Borne semble rester, mais apparemment il y a pas mal de monde de son cabinet qui se sont barrés là. Ah ça j'ai vu ça dans le Monde. Ça c'est normal au bout d'un an. Non, apparemment une ambiance de travail détestable. Il y a 10 personnes qui se barrent sur les 60. Et après, c'est des témoignages recueillis par Le Monde là, qui racontent vraiment en fait, c'est tellement... À chaque fois qu'on doit lui parler, elle nous envoie chier tellement souvent que avant d'aller lui annoncer un truc, on tape à la porte et on fait « J'y vais pour la France ». Et les gens ils sont trop mignons. Mais ça, c'est normal à Matignon. Tout le monde fait ça à Matignon. Mais c'est trop bien. C'est un enfer, Matignon. Heureusement qu'il y a des gens comme ça pour nous sauver. Hein. Ouais. C'est normal. Des gens dévoués comme ça qui bossent à Matignon. Non, mais attends, dans la situation dans laquelle est Matignon, c'est-à-dire pas de majorité à l'Assemblée nationale, en train d'inventer le fait minoritaire, ce qui est quand même une nouveauté institutionnelle, qui est une sale ambiance au cabinet, ça m'étonne pas un quart de seconde. Non, c'est pas une sale ambiance, c'est du management toxique, c'est des humiliations, c'est des hurlements, etc. Mettez-vous en grève. Hein. Oui, non, mais oui, écoute, peut-être. Mais tout ça pour dire que tu changes Elisabeth Borne, tu mets quelqu'un d'autre, j'ai du mal à croire que l'ambiance sera meilleure, que le management sera moins toxique. J'ai trop envie qu'on essaie d'imaginer qui ça pourrait être. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans n'importe quelle boîte, tu sais, tu peux faire des procès, tu peux les traîner au prud'homme, tu peux être condamné. Sophie Binet nous disait que la CGT avait été poursuivie par la CGT, c'est ça ? Oui, il y a une CGT à la CGT, oui. On va faire une CGT à Matignon. CGT à Matignon. Et non, mais voilà, non, c'est pas normal. C'est pas normal selon le droit du travail, c'est pas normal selon plein de trucs. Et, c'est normal, c'est Matignon. Non,
Moi, j'ai assez peu d'empathie pour les gens qui ont envie de bosser pour Elisabeth Borne à Matignon, dans l'absolu. Mais tout de même. Voilà. Ah oui, c'est clair. Moi, mais pour revenir là-dessus, Léa, non, moi je suis nul en pronostic de manière générale. Là, je suis incapable de faire des pronostics. C'est de toute évidence. Tu fais la colonne des plus et la colonne des moins. Je te dis, Libération a essayé de le faire. Je ne vois pas un scénario dans lequel il y a un truc qui s'impose comme une espèce d'évidence, un truc rassembleur qui convient à tout le monde. Donc tu veux dire qu'on va être surpris ? Alors, il y a toujours l'option Macron surprend tout le monde en allant chercher quelqu'un. En fait, Macron rêve d'un nouveau Castex. Oui, non, mais c'est ça, un nouveau Castex. Macron a adoré Castex. Apparemment, les années avec Castex sont très bien passées, etc. Donc, il cherche. Si vous êtes maire d'une petite commune, que vous ennuyez un peu en ce moment, n'hésitez pas. De centre droit, raisonnable, etc. Que vous n'avez aucune casserole et tout. Non, vous pouvez avoir des casseroles, ils s'en tapent. Gardez votre téléphone chargé. On ne sait jamais, vous pourrez recevoir un coup de téléphone au cours de l'été. Ce sera peut-être pour vous. Ouais. Dernier sujet d'actualité dont je voulais parler avec vous, au cours du Conseil des ministres de mercredi matin, a été décidé, ça y est, c'est officiel, la dissolution des soulèvements de la terre, le nom de ce mouvement créé en 2021, une tentative de construction d'un réseau de lutte locale écologiste. Près de 110 000 personnes ont signé une pétition pour faire reconnaître leur appartenance au soulèvement de la terre, qui en réalité n'est pas vraiment une structure administrative ou juridique, qui est ce qu'on appelle une association de fait. Donc ça existe, même une fédération d'autres organes. Une fédération d'autres organes, une coordination. Ça comprend la Ligue des droits de l'homme, ça comprend d'autres organes. Europe Écologie Les Verts aussi, ce qui d'ailleurs fait dire aux avocats qui ont saisi le Conseil d'État contre la dissolution. Je rappelle que tous les actes, tous les décrets décidés en Conseil des ministres peuvent être contestés devant la juridiction administrative et le Conseil d'État. Donc il y aura un deuxième round judiciaire à cette question de la dissolution des soulèvements de la terre. Pourquoi est-ce que ça a été dissous ? C'est suite aux mobilisations contre Sainte-Soline. Vous vous en souvenez, la méga-bassine, les images qu'on a tous vues et beaucoup commentées. La mobilisation contre le projet de Lyon-Turin également, qui a elle aussi été émaillée de violences dans les échauffourées avec les forces de l'ordre. Donc tout ça pour dire que la dissolution a été décidée. Est-ce qu'elle sera effective ? Ça, on n'en sait pas encore. Mais ça pose quand même une ambiance. Et on voit les défenseurs des soulèvements de la terre s'émouvoir évidemment de cette décision et pointer du doigt une fragilité juridique en disant mais en fait vous pouvez pas dissoudre un truc qui n'existe pas. Voilà, la fragilité juridique, j'en sais rien, mais je trouve ça assez signifiant, tu vois, qu'il y ait la Ligue des droits de l'homme dans le truc, sachant que Darmanin avait déjà fait des menaces de la Ligue des droits de l'homme, il faudrait qu'on regarde de plus près. Je trouve ça intéressant de s'attaquer à la Ligue des droits de l'homme, s'attaquer aux assos. Et apparemment, ça c'était dans Reporter, il y aurait eu quand même un coup de pression assez phénoménal de la FNSEA. Pour la dissolution de... FNSEA, donc premier syndicat agricole des céréaliers et très opposé aux écologistes. Premier syndicat agricole des exploitants agricoles, des grands exploitants agricoles, si vous voulez. On en parle parfois ici. C'est en gros, quand on a le ministère de l'Agriculture, c'est de la cogestion à peu près avec ce syndicat majoritaire qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, à peu près co-dirige l'agriculture française avec le ministère. Donc, c'est les plus gros, les gros céréaliers, les gros machins, l'agriculture intensive, etc. Parce qu'il y a d'autres syndicats, évidemment, vous connaissez peut-être, José Bové, là, les paysans, là, la Confédération paysanne. Voilà. Vous connaissez peut-être la Confédération paysanne. Enfin, il y a d'autres manières d'envisager l'écologie. Mais bref, les paysans, ils en ont un peu ras le cul, des écolos. Et apparemment, il y a eu coup de pression, selon Reporter, pour que ça soit accéléré, cette histoire, que ça se fasse vite. Et sachez que c'est là où c'est assez intéressant, le paradoxe, c'est que partout sur les plateaux, on va défendre cette dissolution en disant, je sais, j'ai écouté les plateaux et tout, alors c'est, oui, mais ils sont violents. Oui, mais ils jettent des pavés. Oui, mais ils sont violents. Voilà, le motif, c'est la violence. Effectivement. Les violences. Voilà, il faut condamner les violences, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que la FNSEA, et qu'on ne manque pas, la FNSEA qui demande ça, et on ne manque pas d'exemples où la FNSEA a été violente, où la FNSEA a pété des préfectures, a déversé du fumier, a envahi des trucs. Et j'ai même envie de dire, là c'est les militants écologistes de terrain qui le savent, localement, les paysans les mieux organisés et les plus vénères peuvent être extrêmement violents eux aussi. On compte. On l'a vu avec Sandrine Rousseau et Marine Tondelier. Alors oui, ça c'est rien. On peut parler aussi. C'est des images. Mais bref. Ils s'attaquent aux journalistes. C'est-à-dire, là on parle de sabotage de freins de bagnole. On parle de trucs comme ça dans les villages, là où il y a des journalistes locaux, en Bretagne ou ailleurs, qui couvrent des luttes écolo. Eh bien, les paysans. Voilà, il y a une lutte là actuellement et le gouvernement a clairement choisi son camp. Et on voit bien que l'argument de la violence n'est pas l'argument le plus pertinent là dans ce cas-là, puisqu'en effet il y a une lutte entre deux forces qui
les deux ont des méthodes qui dépassent la loi, si tu veux. Alors, on peut dissoudre les deux, si tu veux. Mais bon, non, mais il ne s'agit pas de renvoyer les deux dos à dos en disant qu'il faut dissoudre aussi la FNSEA, mais ça pose une question à ma intéressante. connaissance, tu vois, on en parlait les soulèvements de la terre n'ont pas saboté des bagnoles pour saboter les freins de bagnole, tu vois. Non, mais on peut, enfin, oui, on peut argumenter de la question de l'utilisation de la violence et de sa justification dans des mouvements de gauche, y compris écologistes. C'est un débat vieux comme le monde, hein. C'est pas récent. C'est pas nouveau. Ce qui est intéressant et ce qui est nouveau, c'est effectivement on peut regarder des deux côtés lesquels menacent les autres avec des fusils. Oui, je sais. C'est la question de, la nouveauté en revanche, c'est la criminalisation et la judiciarisation de ce conflit, avec une volonté du gouvernement d'obtenir la paix sociale par la criminalisation, le recours à ils veulent pas obtenir la paix. Ils veulent pas obtenir la paix sociale. Ils veulent obtenir la paix sociale avec la FNSEA. Par la répression. Oui, non, mais c'est ça, par la répression. Parce que là, on va vers la dissolution, en l'occurrence des soulèvements de la terre, s'appuie sur la loi contre le séparatisme de 2021. Ils sont vraiment traités comme des terroristes. Ils soulignent les sabotages, les violences, les dégradations. Il y a des arrestations arbitraires tous les jours. Donc elle est là la nouveauté. Mais c'est intéressant parce que tu vois, ça renvoie à la question on en a souvent parlé dans cette émission, de l'arc de l'acceptable du côté du gouvernement, où en réalité, dans la majorité hétéroclite du gouvernement, si tu es trop à l'extrême droite, tu n'appartiens pas à l'arc républicain, et si tu es trop à gauche, tu n'appartiens pas à l'arc républicain non plus. Donc en fait, ils ont déjà dissous Génération Identitaire, là ils viennent de dissoudre les soulèvements de la terre, donc il y a un côté en fait, quel contre-pouvoir associatif de mobilisation est acceptable pour le gouvernement? Les grèves, les manifs. On n'a dit pas de corps intermédiaire. Hein. Ben oui, non, mais on en revient à ça. Mais c'est une question grave, c'est une question assez difficile. Même la droite sarkozienne n'a pas osé aller jusque-là. Il y a aucun contre-pouvoir, en fait. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Et ce que nous a quand même montré la crise des Gilets jaunes assez rapidement, c'est qu'en fait, sans violence, le gouvernement ne cède pas. Le gouvernement a attendu oui, mais c'était impossible de dissoudre les Gilets jaunes, tu vois. Donc voilà. Visiblement, les soulèvements de la terre, c'est possible. Ce que le gouvernement nous a montré, c'est qu'effectivement, en se passant des corps intermédiaires, aujourd'hui, il y a une acceptation, je pense, de la violence de la part de la société civile, qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais parce que aussi la réponse en face est excessivement violente et que les gens sont à bout, en fait. Les gens sont à bout. On est avec un gouvernement qui ne fait absolument rien en matière climatique. Absolument rien en matière climatique. En tout cas, pas suffisamment. Il y a des gens qui se mobilisent pour faire en sorte que les choses s'améliorent, pour sensibiliser, etc., etc. La réponse, c'est la dissolution. Les gens qui se font arrêter, qui sont fichés S, qui sont sous écoute. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est la première fois qu'un mouvement écologiste est sanctionné de la sorte. C'est quand même très inquiétant. Je veux dire, à l'époque, on était là, les écolos, ils sont mignons, ils sont là avec leur tournesol, etc., etc. Les mouvements écologistes ont été violents auparavant. C'est pas nouveau. Enfin, tout le monde est en train de s'en émouvoir. L'Arzac, c'était quand même violent. Faire péter des McDo, c'était quand même violent. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, c'est pas la fin du monde. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut expliquer, c'est que là, on est sur une violence qui n'est pas une violence ciblée à l'égard de personnes. C'est de la violence sur des institutions, c'est de la violence sur des biens, etc., etc. Donc c'est quand même hallucinant de voir à quel point le gouvernement est prêt à tout pour défendre les intérêts de l'ordre établi, en fait, et du capital. Sacha ? Moi, ce que je trouve gênant dans ce cas-là, c'est la notion d'écoterrorisme et cette qualification-là. Ça veut dire que, pour moi, c'est un peu une porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois, le gouvernement ouvre une jurisprudence et va à chaque fois de plus en plus loin dans des nouvelles jurisprudences. Et est-ce que ça ne va pas vouloir finir par dire à un moment que chaque action politique, parce que c'est une action politique, le soulèvement de la terre, même si personnellement je condamne les violences. Mais nous aussi, on condamne tous les violences. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est le vocable qui est lâché, écoterrorisme. Mais du coup, est-ce que cette notion d'écoterrorisme, elle ne va pas devenir ultra courante à chaque fois qu'il y aura une action politique qui sera violente ou non violente d'ailleurs, et qui iraient un peu contre les intérêts soit du gouvernement, soit de certains lobbies, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous vous mettez à traiter de terroristes tout ce qui ne vous convient pas, on n'est plus dans un état de droit. Tout à fait. Mais oui, et tu fais sortir de l'arc de l'acceptable une partie de la contestation. Exactement. Alors même que, et c'est grave, parce qu'en plus le mot terrorisme, c'est encore une fois, l'Europe a été frappée et la France a été frappée par des vagues de terrorisme. C'est lourd de sens. C'est très lourd de sens. On parle de coups de feu, on parle de bombes, etc. Et quand l'écoterrorisme, ça a existé aussi par le passé. Et quand c'est l'extrême droite, des assassinats. On les appelle pas des terroristes. Et donc oui, en plus. Et donc c'est particulièrement, je suis d'accord avec toi, particulièrement grave parce que on a du mal à imaginer ce
qui va appartenir au domaine de l'acceptable dans les années qui viennent. C'est encore une fois, quel type de mobilisation est possible sans que ça fasse peser un risque juridique. Dans quelles conditions Et puis, bref. Jules. N'oublions pas que les manifestations quand même de la réforme des retraites sont dans l'ensemble plutôt bien passées. Oui, justement, même si elles n'ont servi à rien. C'est ça le paradoxe. Justement, en fait, la seule bonne mobilisation, c'est celle qui change rien. Ok, dit comme ça. Jules, je formule l'hypothèse que ce gouvernement, Macron, et même toute la culture de tous ces gens-là, dont Stanislas Guérini, que nous recevons après, qui sort d'HEC, sont des gens qui n'aiment pas la politique. Ce sont des gens qui n'ont pas envie qu'on fasse de politique dans ce pays. C'est des managers. C'est des managers, mais même, j'ai envie de dire, c'est des gens pour qui... c'est ça le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est pas plus d'État du tout. C'est l'État réduit au régalien, l'État mis au service de l'entreprise, qui va décider. C'est-à-dire, c'est un État qui décide de moins en moins, qui offre de moins en moins vous voyez, Macron, là, il nous fait des grands numéros maintenant sur la souveraineté. Pourquoi il est obligé de nous faire des grands numéros sur la souveraineté ? Parce qu'on a abandonné progressivement tout. Politique industrielle, tout ce sur quoi on avait des leviers, parce qu'on a laissé ça au marché, parce qu'on a laissé ça à des grands entrepreneurs, etc. Et c'est assez intéressant de voir que, par exemple, il y a la cogestion avec la FNSEA, c'est le signe de ça aussi. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas de plan. C'est quoi son plan de gestion de l'eau ? C'est quoi son plan pour les méga-bassines ? Revenons très concrètement aux méga-bassines. Les méga-bassines, la plupart des spécialistes des nappes phréatiques et tout disent c'est une mauvaise adaptation, c'est une maladaptation au manque d'eau. Donc on va, à long terme, c'est pas terrible. Oui, mais bon, c'est ce que les agriculteurs vont faire parce que c'est ce qui va les aider cet été. Quand bien même, ça va avoir des conséquences. Voilà. Mais à long terme même, y compris à long terme pour ses propres agriculteurs qui, eux, voient, c'est normal, ces mentalités de gestionnaires d'entreprise, ils voient le chiffre année par année. Bon, Macron dit, très bien, après, on fait ils sont comme aussi pas mal dans la merde, donc faut le comprendre aussi. Partout, il ne veut, ce gouvernement, moins il décide, mieux il se porte, moins il laisse les gens faire, plus il laisse les puissances, la productivité, la production faire. Regardez, Bruno Le Maire. Bruno demande. On ne décide pas, mais j'arrive à me demander si c'est volontaire ou si, en fait, ils sont coincés. Ils n'ont pas le choix, c'est contraint. Mais non, j'arrive à me poser la question, en fait. Il n'y a plus n'aime pas la politique. Je sais pas. Il n'aime pas. Je me pose la question. Après, je vois ce que tu veux dire. On pourrait discuter de l'eau. Question de la souveraineté, le gouvernement met en avant sa volonté de réindustrialiser pour aussi retrouver une souveraineté, pour qu'on dépende moins des pays étrangers, que la transition écologique se fasse aussi avec des capitaux plus souverains, des engagements de l'argent de l'État. Là, on est en train de parler notamment des infrastructures ferroviaires de plus en plus, les RER métropolitains qui vont se développer un peu partout. Donc, il y a aussi des enjeux de souveraineté autour des plans d'investissement, autour de la réindustrialisation. En tout cas, le néolibéralisme, c'est pas moins d'État, c'est un autre État, un État qui est mis au service des entreprises et qui, par contre, va consacrer une énergie considérable et des moyens considérables à la répression. Mais je pense que c'est un très très bon exemple. On envoie des milliers de gendarmes à Sainte-Soline. Là, on va recruter 2000 gendarmes de plus l'année prochaine parce qu'on ne sait jamais, il y a les JO, et puis on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. On va acheter des LBD, on va acheter des lacrymos, et c'est comme ça qu'on va conduire le pays, en laissant les industriels faire ce qu'ils veulent, les agriculteurs faire ce qu'ils veulent, et en matant tous ceux qui veulent faire de la politique, ou au moins discuter. On ne peut même plus discuter. Ce qui ne va pas dans le sens, effectivement, du dialogue social promis et repromis par le gouvernement. L'apaisement. La volonté d'apaisement. Ah oui, on en est à quel jour, là ? C'est 14 juillet, non ? Oui, c'est le 14 juillet, la fin des 100 jours, on sera apaisé au 14 juillet. Trop hâte. Apaisé comme jamais. Apaisé comme. Ça a l'air apaisé ce soir-là, en tout cas. En tout cas, parlant d'apaisement, hier soir, il y a eu, mercredi soir, il y a eu une centaine de rassemblements partout en France, notamment à Nantes où ils étaient 1200, en soutien au soulèvement de la terre. On verra quelle sera la suite de cette mobilisation. Quoi qu'il en soit, on se dirige vers un été dur au cours duquel il y aura probablement des mobilisations écolo sur fond de sécheresse pour s'opposer à des projets du gouvernement ou juste pour faire le point sur des situations locales. Donc on verra ce qu'il en est de l'avenir du mouvement écolo, de sa stratégie, de son positionnement. Mais moi, ça m'intéresse parce que ça me donne aussi envie de faire le lien avec la vidéo que tu as faite, Usul, sur la stratégie des diabolisations d'une partie de la gauche. Est-ce que gagner des voix, ça passe par des actions coup de poing ? Est-ce que la stratégie de la gauche, c'est aussi par ce type de mobilisation? Le problème, c'est que c'est comme Martinez. Quand Martinez nous répond, vous savez, moi, j'ai pas le bouton de la grève générale. Pareil, à gauche, on n'a pas le bouton de on active les violences ou on désactive les violences. Les violences, elles naissent d'une situation, et encore, faut relativiser le mot violence, quoi. C'est-à-dire les dégradations et le fait de tenir un peu tête aux forces de l'ordre, c'est-à-dire en gros, quand on se fait virer, de renvoyer 2-3 trucs, bon.
ne serait-ce qu'un peu par dignité, si tu veux. Non, mais c'est vraiment ça. La plupart du temps, c'est plus défensif qu'autre chose, en fait. Hein. Oui, il y a quand même des forces de l'ordre qui ont été blessées. Pauvre dans le cadre... faire un autre métier, alors. Hein. Ouais, c'est pas une destinée non plus d'être blessé, tu vois. Mais je renvoie pas dos à dos la violence des policiers et la violence des manifestants. Ce sont des conflits qui sont durs, qui sont violents. On a tous vu les images. Je veux dire, c'est pas. La police, c'est dur. C'est la police qui détermine le niveau de violence. Hein, c'est pas les manifestants. C'est vrai. C'est à partir du moment où on a choisi d'envoyer déjà, il y a une rupture d'égalité des armes, hein, de base. Voilà. Donc, oui, il y a une rupture. Oui. C'est pas le même cadre d'intervention non plus. Non, c'est clair, c'est comme si moi je me fightais avec, je sais pas, Benalla, tu vois, enfin de toute évidence. Non, mais après c'est qui va se faire plier, quoi. Du coup, ça repose toujours la question de c'est quoi un maintien de l'ordre de gauche ? C'est quoi un maintien... Enfin, mais en fait, tu vois, la question du maintien de l'ordre, elle arrive quand la discussion... On en revient à ce truc sur la politique. On arrive quand la politique quand la discussion n'a pas lieu. Quand il n'y a pas pu avoir de discussion. On est déjà dans un échec, en fait, à partir du moment où... Mais une fois qu'il est là... Moi, c'est la question que tu vois, c'est une question que j'avais posée à Hugo Bernalicis. C'est si tu deviens ministre de l'Intérieur, tu fais comment pour gérer les manifs ? Ça va être quoi ta doctrine de maintien de l'ordre ? C'est une vraie question. C'est quoi un maintien de l'ordre de gauche ? C'est une vraie question intéressante. Si demain la gauche arrive au pouvoir, très bien, bravo à elle. Comment ça va se passer les manifs ? Ça m'intéresse. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir que les forces de l'ordre sont de plus en plus en roue libre, en fait. Ouais. Mais de plus en plus. C'est-à-dire qu'on leur donne toute la... Déjà, il y a une militarisation qui est quand même assez hallucinante, qu'on n'a pas connue auparavant, faut le dire. Il y a aussi cette espèce de, comment dire, de liberté qu'il aurait donnée pendant les manifs et d'autorisation qu'il aurait donnée, qu'on n'a pas connue de manière aussi violente depuis quand même très très longtemps. Donc il y a quand même un glissement. Et moi, ce qui me fait flipper, c'est il y a quoi après ? Genre, il y a quoi après ? Vraiment. Je réécoutais un podcast d'Arte Radio qui s'appelle Gardien de la paix. Ouais, putain. Où en fait, c'est des conversations sur WhatsApp d'un groupe de policiers, je crois, à Rouen, où, qui sont fondamentalement racistes, misogynes et compagnie, et qui expliquent comment ils sont en train de préparer leur guerre raciale. C'est-à-dire que les mecs sont armés, mais jusqu'aux dents. Ils se filent leurs meilleurs plans pour aller choper des armes, etc., qui ne sont pas autorisées. Moi, j'ai peur de ce maintien de l'ordre qui est en roue libre totale et on est en train de créer un monstre, en fait. Ouais, je suis d'accord. J'ai toujours pas la réponse à ma question et j'espère qu'un jour la gauche arrivera au pouvoir pour. Mais la gauche, elle fait de la politique. Déjà, la gauche, si elle arrive au pouvoir, il va falloir qu'elle rattrape ça. Et quand elle exerce. Alors déjà, il va falloir qu'elle rattrape. Non, mais attends, je suis d'accord avec toi. La transition va pas être facile. Mais non, mais il s'agit pas de théoriser dans un colloque et d'avoir la réponse facile sur un plateau. C'est quoi un maintien ? Il y a gauche et gauche. Moi, tu me donnes le gouvernement, je te fais 50-49-3 là pour rattraper les conneries et je t'envoie les CRS partout. Tu vois que et je t'envoie tous les fachos en prison en 2-2. Donc évidemment qu'il faudra faire autre chose. Comme quoi, ça te convient ? Non, mais ça va, quoi. Au bout d'un moment, marre d'être les gentils. Au bout d'un moment, voilà. C'est un peu autoritaire, non ? Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Je suis bien d'accord. Il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique et exercer le pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on est envoyé une transition et réformer une police, ça prend énormément de temps, c'est long et compliqué. Et d'ailleurs, la police d'aujourd'hui, elle n'est pas venue en un claquement de doigts. Tu le sais comme moi, la droite décomplexée, de la tolérance zéro, la fin de la police de proximité, etc. Il a fallu des années pour construire la police qu'on a aujourd'hui. La police de demain, si un jour la gauche arrive au pouvoir, ça va prendre des décennies à construire. Et j'aimerais bien savoir par quelle voie ça passe et à quoi ça ressemble à la fin. Mais même la relation du ministre de l'Intérieur aujourd'hui et du gouvernement avec les syndicats de police. Par exemple. Il leur mange dans la main. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire les policiers de se syndiquer, par exemple ? Ah non, mais absolument pas, c'est pas la question, tu vois. La question, c'est de savoir, est-ce que le gouvernement a réellement de l'autorité sur la police ? Et ça, c'est une très bonne question. On n'aura pas la réponse ce soir. Avant de passer à la séquence suivante, je tenais juste à vous dire que depuis le début de cette émission, il y a déjà eu 10 soutiens supplémentaires à Backseat. Merci à Alexandre qui a fait un don de 200 balles. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à Philippe qui a fait un don de 50 balles. Et merci à tous les autres. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous aussi, à participer au financement de Backseat sur KissKissBankBank. Tous vos dons sont les bienvenus. Si vous n'avez pas encore participé au financement de Backseat au cours de cette saison, profitez-en. C'est le moment, c'est la fin de la saison. On a encore besoin de vous pour arriver à l'équilibre sur cette saison.